Jung a découvert une vérité que la plupart des thérapeutes ont peur d'admettre. Avant qu'un véritable éveil puisse se produire, certaines choses doivent disparaître de votre vie. Pas volontairement, pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que la psyché commence à éliminer tout ce qui entrave votre transformation. Et quand vous comprenez quelles sont ces 7 choses, vous arrêtez de résister au processus et vous commencez à collaborer avec lui. Les neurosciences de 2025 ont confirmé ce que Jung avait intué il y a 100 ans. Le cerveau subit une réorganisation structurelle pendant les transformations profondes de l'identité. Des chercheurs de l'Université de la Sorbonne ont documenté que les périodes de crise existentielle sont associées à des changements dans la connectivité entre le cortex préfrontal et le réseau du mode par défaut. En d'autres termes, votre cerveau se reconfigure littéralement avant que vous ne deveniez qui vous êtes vraiment. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette reconfiguration n'est pas douce. Elle commence par des pertes. Des choses que vous pensiez faire partie de vous disparaissent simplement. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous paniquez. Vous essayez de récupérer ce qui a été perdu. Et ce faisant, vous interrompez le processus d'éveil. Si vous avez déjà traversé, ou êtes en train de traverser une période où tout semble s'effondrer dans votre vie. Si des amitiés qui ont duré des années ont soudainement perdu leur sens. Si des choses qui vous donnaient du plaisir ne font plus aucune différence. Si vous regardez votre vie et ne vous reconnaissez plus, cette vidéo a été faite spécifiquement pour vous dans les prochaines minutes. Je vais vous révéler les 7 choses qui disparaissent avant le véritable éveil. Je vais vous montrer pourquoi chacune d'elles doit s'en aller. Je vais connecter la psychologie profonde de Jung avec les neurosciences les plus récentes sur la transformation de l'identité. Et je vais vous donner quelque chose qu'aucun thérapeute conventionnel ne peut offrir. La compréhension que ce qui semble destruction est en réalité construction. Ce qui semble perte est en réalité gain. Ce qui semble la fin est en réalité le commencement. Mais avant de commencer avec les 7 choses, vous devez comprendre un concept fondamental de Jung, l'individuation. Jung a défini l'individuation comme le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement. Pas ce que sa famille voulait qu'elle soit, pas ce que la société attend, pas ce qu'elle a appris à faire semblant d'être, mais son essence authentique. Ce que Jung appelait le soi, la totalité de qui vous êtes, conscient et inconscient réunis. Et Jung était très clair sur une chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. L'individuation n'est pas une addition, c'est une soustraction. Vous ne devenez pas qui vous êtes en accumulant des choses, des expériences, des connaissances. Vous devenez qui vous êtes en perdant tout ce que vous n'êtes pas, en vous dépouillant de couches de fausseté, en abandonnant les masques que vous avez portés toute votre vie. Il a écrit que sur le chemin de l'individuation, la personne doit abandonner tout ce qui ne lui appartient pas véritablement, et cet abandon est rarement volontaire. Il est généralement forcé par la vie, par des crises, par des pertes qui semblent injustes, mais qui sont chirurgicalement précises. La vie sait exactement ce que vous devez perdre, même quand vous ne le savez pas. Et c'est ici que les neurosciences offrent une perspective fascinante. Andrew Huberman, dans ses épisodes sur la plasticité cérébrale, a expliqué que le cerveau adulte ne subit une réorganisation significative que dans 2 conditions, une attention intense et focalisée, ou des états émotionnels intenses. Et c'est ce qui se passe pendant les crises existentielles. Le cerveau est inondé de neurochimiques qui permettent le changement. La douleur de la perte crée paradoxalement les conditions neurologiques pour la transformation. Maintenant, passons aux 7 choses qui disparaissent. La première chose qui disparaît est la persona. Jung a défini la persona comme le masque que nous utilisons pour fonctionner en société. Le terme vient du latin et signifiait à l'origine le masque utilisé par les acteurs au théâtre romain. Et c'est exactement ce que c'est, une performance, un rôle que nous représentons pour les autres. La persona n'est pas fausse au sens de mensonge délibéré. C'est une adaptation nécessaire. Vous avez une persona pour le travail, une pour la famille, une pour les amis, différents masques pour différents contextes. Et jusqu'à un certain point, c'est sain, c'est nécessaire pour fonctionner en société. Le problème est quand vous vous identifiez complètement à la persona,
quand vous oubliez que le masque n'est pas vous, quand vous croyez que vous êtes le professionnel prospère, ou la mère dévouée, ou l'ami amusant, et rien d'autre. Quand le masque se fond avec le visage, quand vous ne savez plus où se termine le rôle et où commence vous. Jung a averti que cette identification est extrêmement dangereuse. Il a dit qu'un homme ne peut se débarrasser de lui-même en faveur d'une personnalité artificielle sans en subir les conséquences. La tentative de faire cela est toujours un acte de violence contre sa propre nature. Et tôt ou tard, la nature se venge. Avant l'éveil, la persona commence à se désintégrer. Vous ne pouvez plus maintenir les masques. L'effort de paraître ce que vous n'êtes pas devient insupportable. Et alors, quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à agir de manière que vous-même ne comprenez pas. Vous dites des choses que vous ne diriez jamais auparavant. Vous faites des choix qui choquent les gens autour de vous. Vous perdez le contrôle de l'image que vous avez construite soigneusement pendant des années. Les neurosciences expliquent cela de manière fascinante. Le maintien de la persona nécessite une énergie cognitive constante. Le cortex préfrontal doit travailler continuellement pour surveiller et ajuster votre comportement, pour supprimer les impulsions authentiques, pour maintenir une performance convaincante. Quand le cerveau est en cours de réorganisation, cette énergie n'est plus disponible. Le masque tombe parce que le système ne peut simplement plus le soutenir. Des chercheurs ont découvert que les personnes en état de stress chronique ou de crise existentielle montrent une réduction de l'activité du cortex préfrontal dorsolatéral. C'est exactement la région responsable du contrôle du comportement social. Quand elle échoue, l'authenticité force son passage, non pas comme un choix, mais comme une nécessité neurologique. Jung a vu cela se produire avec d'innombrables patients. Des personnes respectables qui faisaient soudainement des choses scandaleuses, des personnes contrôlées qui explosaient de colère, des personnes agréables qui devenaient brutalement honnêtes. Et il a compris que ce n'était pas un effondrement, c'était une émergence. Le véritable moi forçant son passage à travers les couches de fausseté. Le soi détruisant la prison de la persona. La deuxième chose qui disparaît, ce sont les amis. Pas tous les amis, mais ces amis qui étaient connectés à votre persona, ceux qui aimaient votre masque, ceux qui se reliaient à qui vous faisiez semblant d'être, et non à qui vous êtes réellement. C'est brutal. C'est l'une des pertes les plus douloureuses du processus d'éveil, parce que cela inclut généralement des personnes que vous connaissez depuis des années. Des personnes avec qui vous avez partagé des moments importants. Ces personnes que vous pensiez sincèrement avoir à vos côtés pour toujours. Ces personnes que vous aimiez et que vous pensiez vous aimer. Mais la vérité que Carl Jung a découverte et qui dérange. Beaucoup de relations se tissent entre des personas, pas entre des personnes. Votre masque entre en relation avec le masque de l'autre. Et tant que ces deux masques restent stables, la relation fonctionne. Mais dès qu'un masque commence à se désintégrer, la relation perd ses fondations. Quand votre persona commence à s'effriter, ces amitiés révèlent leur véritable nature. Vous ne pouvez plus être celui ou celle qu'ils attendent. Ils ne peuvent pas accepter qui vous êtes en train de devenir. Et alors, un éloignement naturel se produit, ou une rupture dramatique. Ou pire, un éloignement silencieux qui n'est jamais expliqué. Un jour, vous réalisez que certaines personnes ne sont tout simplement plus là. Carl Jung a observé que, dans le processus d'individuation, la personne devient intolérable pour ceux qui ne sont pas engagés dans la même démarche. Il a écrit que l'individu en voie d'individuation devient étranger à sa propre tribu. Pas parce qu'il a changé en mal, mais parce qu'il s'est rapproché de lui-même. Et cela est menaçant pour ceux qui vivent encore à travers des masques. Votre authenticité est un miroir qui leur renvoie l'image de leur propre masque. Et la plupart des gens ne veulent pas voir ça. Les neurosciences confirment cette dynamique. Des chercheurs étudiant les réseaux sociaux ont découvert que nous maintenons nos amitiés grâce à des schémas de comportement prévisibles, synchronisation neurale, mimétisme inconscient, prévisibilité des réactions. Quand ces schémas changent drastiquement, le cerveau social des autres enregistre une incongruence, et l'incongruence génère de l'inconfort, et l'inconfort génère de l'éloignement. Leur cerveau,
littéralement, les éloignent de vous, parce que vous êtes devenu imprévisible. Andrew Huberman de l'Université de Stanford explique cela en détail. Alors, si vous perdez des amis pendant votre processus d'éveil, cela ne signifie pas forcément que vous faites quelque chose de mal. Cela peut signifier que vous faites quelque chose de très bien, quelque chose de si juste que les connexions factices ne peuvent plus survivre, quelque chose de si authentique que les relations basées sur des masques ne peuvent plus continuer. Carl Jung offrait une perspective réconfortante à ce sujet. Il disait que les amis que vous perdez dans le processus d'individuation seront remplacés par des connexions plus profondes, des personnes qui se connectent à votre soi, pas à votre persona, des personnes qui aiment qui vous êtes vraiment, pas qui vous prétendiez être. Ces connexions sont plus rares, mais elles sont réelles. La troisième chose qui disparaît, c'est l'intérêt pour les choses superficielles. Les hobbies que vous aimiez perdent de leur attrait. Les divertissements qui vous distrayaient semblent vides. Les conversations sur des sujets triviaux deviennent insupportables. Les nouvelles, les potins, les tendances, tout cela perd de sa pertinence. Vous regardez les choses qui occupaient votre temps et vous vous demandez « Pourquoi gaspillais-je ma vie avec ça ? Pourquoi pensais-je que c'était important ?» Ce changement est déroutant, parce que les choses qui disparaissent n'étaient pas forcément mauvaises. Elles étaient normales. C'est ce que tout le monde fait. Regarder des séries, suivre des célébrités, discuter politique, acheter des choses, participer à des événements mondains. Rien de tout cela n'est faux en soi, mais soudain, rien de tout cela ne semble suffisant. Carl Jung appelait cela le retrait de la libido. L'énergie psychique qui était investie dans des activités externes commence à se tourner vers l'intérieur. Ce n'est pas de la dépression au sens clinique. C'est une réorientation profonde de l'endroit où votre énergie vitale est dirigée. La libido qui coulait auparavant vers l'extérieur coule maintenant vers l'intérieur. Et là, elle trouve quelque chose de bien plus intéressant que n'importe quel divertissement extérieur ne pourrait offrir. Les neurosciences décrivent un phénomène similaire à travers le système de récompense. Pendant les périodes de réorganisation cérébrale, le système dopaminergique se recalibre. Les activités qui libéraient auparavant de la dopamine cessent de fonctionner, pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que votre cerveau élève le seuil de ce qui est significatif. Il se prépare à trouver la satisfaction à des niveaux plus profonds. Andrew Huberman a expliqué dans ses podcasts que la dopamine n'est pas synonyme de plaisir, mais plutôt de motivation et de recherche. Lorsque le système de récompense se recalibre, vous cessez d'être motivé par les mêmes choses. Ce qui semblait autrefois précieux semble maintenant trivial. Ce qui semblait autrefois important semble maintenant insignifiant. Ce n'est pas de l'apathie, c'est du discernement. Votre cerveau apprend à distinguer entre ce qui compte vraiment et ce qui n'était qu'une distraction. Cela explique pourquoi les personnes en processus d'éveil semblent souvent avoir perdu tout intérêt. Elles n'ont pas perdu tout intérêt. Elles ont perdu l'intérêt pour le superficiel. L'énergie est réservée pour le profond. Mais comme le profond n'a pas encore complètement émergé, elle se retrouve dans un limbe étrange, ni satisfaite de l'ancien, ni connectée au nouveau. Et ce limbe peut durer des mois, voire des années. Carl Jung conseillait la patience dans ces moments-là. Il disait que la libido retirée du monde extérieur a besoin de temps pour trouver son nouvel objet. Et ce nouvel objet, invariablement, est le soi, la totalité de qui vous êtes vraiment. Lorsque la libido trouve enfin le soi, une nouvelle forme d'intérêt émerge. Un intérêt pour la profondeur, pour le sens, pour la vérité. Et cet intérêt est bien plus satisfaisant que n'importe quelle distraction extérieure ne l'a jamais été. La quatrième chose qui disparaît, c'est la tolérance pour la fausseté. Vous ne pouvez plus faire de politique. Vous ne pouvez plus sourire quand vous n'en avez pas envie. Vous ne pouvez plus être d'accord avec des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord. La capacité d'avaler des couleuvres disparaît tout simplement. Et cela crée des problèmes sérieux dans votre vie sociale et professionnelle. Les choses que vous faisiez auparavant automatiquement deviennent maintenant impossibles.
complimenter quelque chose que vous trouvez mauvais, être d'accord avec des opinions que vous considérez comme absurdes, participer à des conversations vides juste pour être poli, feindre l'intérêt pour des personnes qui vous irritent, maintenir des relations que vous savez toxiques. Tout cela devient insupportable. Carl Jung identifiait cela comme l'affaiblissement de la fonction d'adaptation de l'ego. L'ego sain sait quand se plier, c'est quand faire semblant, c'est quand sacrifier l'authenticité pour la commodité. C'est une fonction de survie sociale. Mais quand l'individuation commence, le soi qui est en train d'émerger n'accepte pas ses compromis. Il exige la vérité, et cette exigence est implacable. Elle ne négocie pas, elle ne fait pas de concessions. Carl Jung a écrit à ce sujet de façon directe. Il disait que la névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime, et qu'une grande partie de cette souffrance légitime vient précisément du fait de devoir vivre en désaccord avec soi-même. Quand le soi commence à émerger, cette souffrance de fausseté devient intolérable. La névrose qui maintenait tout en place commence à faiblir, et la vérité force son passage. Les neurosciences montrent que l'intolérance à la fausseté est liée à des changements dans l'insula antérieure. Cette région du cerveau traite la dissonance entre ce que nous ressentons intérieurement et ce que nous exprimons extérieurement. Durant les périodes de transformation profonde, l'insula devient hypersensible à cette dissonance. La fausseté qui était auparavant tolérable devient physiquement inconfortable. Vous le sentez dans votre corps quand vous êtes faux. Un malaise qui ne disparaît pas tant que vous n'avez pas dit la vérité. Cela explique pourquoi les personnes en éveil sabotent souvent leurs propres carrières ou relations. Elles ne sont pas autodestructrices. Elles sont poussées par une force interne qui n'accepte plus le mensonge, même lorsque le mensonge serait convenable. Même lorsque la vérité a un coût élevé, le corps tout simplement refuse de participer à la fausseté. Carl Jung a averti que cette période est dangereuse, parce que la société fonctionne avec une certaine quantité de fausseté lubrifiante, des mensonges sociaux qui facilitent la vie en commun, et celui qui refuse de participer à ce jeu est vu comme un problème, comme inadéquat, comme difficile. Mais il a aussi dit que cette période est nécessaire, parce que sans traverser cette intolérance, vous n'atteindrez jamais l'authenticité véritable. La douleur d'être vu comme difficile est le prix de l'intégrité. La cinquième chose qui disparaît, c'est le besoin d'approbation. Pendant la plus grande partie de votre vie, vous avez probablement cherché l'approbation externe, de vos parents d'abord, puis de vos professeurs, de vos patrons, de vos amis, de vos partenaires amoureux, des réseaux sociaux. Cette recherche est tellement automatique que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils le font, mais elle consomme une quantité énorme d'énergie psychique et façonne pratiquement toutes vos décisions. Pensez-y honnêtement. Combien de choix avez-vous fait dans la vie, en fonction de ce que les autres allaient penser? Quelle robe porter? Quelle carrière suivre? Quelle opinion exprimer? Quelle personne fréquenter? La liste est interminable. Et la plupart de ces choix n'ont pas été conscients. Ils ont été automatiques. Votre cerveau calculant constamment comment maximiser l'approbation et minimiser le rejet. Avant le véritable éveil, ce besoin commence à s'affaiblir. Au début, c'est déconcertant. Vous faites quelque chose et vous attendez la réaction des autres. Et quand elle vient, positive ou négative, vous réalisez que ça n'a plus autant d'importance qu'avant. Et quand elle ne vient pas, vous réalisez que vous ne la regrettez pas. C'est étrange. Comme si un bruit de fond qui existait toute votre vie s'arrêtait soudainement. Carl Jung a décrit cela comme le déplacement du centre de la personnalité, du persona vers le soi. Le persona a besoin d'approbation, parce que le persona est défini par rapport aux autres. Le soi n'a pas besoin d'approbation, parce que le soi est défini par rapport à lui-même. Quand le centre commence à se déplacer, la dépendance à la validation externe diminue naturellement. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas de la discipline. C'est un changement structurel dans la façon dont vous vous reliez à vous-même. Les neurosciences ont identifié les bases neurales de ce processus. Le système de surveillance sociale, qui implique le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal médian, subit des changements durant les transformations d'identité.
L'activation en réponse au jugement social diminue. Non pas parce que la personne est devenue insensible, mais parce que la source de la valeur propre est en train de changer de localisation, d'externe à interne. Andrew Huberman a expliqué que le cerveau reconstruit littéralement les circuits d'évaluation pendant les périodes de transformation. Ce qui était auparavant traité comme une menace existentielle, être rejeté par le groupe, est maintenant traité comme une information neutre, non pas parce que vous êtes dans le déni, mais parce que votre système de référence a changé. Vous n'avez plus besoin du groupe pour savoir qui vous êtes. C'est libérateur, mais aussi effrayant. Parce que sans le besoin d'approbation, vous perdez un système de navigation que vous avez utilisé toute votre vie. Vous ne savez plus quoi faire, parce que vous avez toujours su quoi faire en fonction de ce que les autres attendaient. Maintenant, vous devez découvrir ce que vous voulez. Et cela requiert un niveau de connaissance de soi que la plupart des gens n'ont jamais développé. Découvrir vos propres désirs quand vous avez passé votre vie à suivre les désirs des autres est un travail herculéen. La 6e chose qui disparaît, c'est le récit que vous aviez sur votre vie. Nous avons tous une histoire que nous racontons sur nous-mêmes. Un récit qui explique comment nous sommes arrivés ici. Je suis comme ça à cause de ceci. Cela m'est arrivé. Alors je suis devenu cela. Mes parents ont fait cela. Alors je suis comme ça. Le trauma X a causé le comportement Y. Ce récit donne un sens au chaos de l'expérience. Il organise le passé en une ligne qui mène au présent. Cette histoire est fondamentale pour l'identité. Quand quelqu'un demande qui vous êtes, la réponse est, en gros, votre récit résumé. Et vous racontez cette histoire tellement de fois qu'elle semble solide, objective. Vrai, vous oubliez que c'est une sélection, une interprétation, une construction. Mais avant le véritable éveil, ce récit commence à s'effondrer. Vous regardez votre histoire et vous réalisez qu'elle ne tient plus la route, que vous avez sélectionné certains événements et ignoré d'autres, que vous avez interprété les choses d'une manière qui protégeait votre persona, que l'histoire que vous racontiez était une fiction convenable, une fiction qui vous faisait paraître un héros ou une victime, mais jamais responsable. Carl Jung a appelé cela la confrontation avec l'ombre narrative, non seulement les aspects réprimés de la personnalité, mais les versions réprimées de votre propre histoire, les événements que vous préférez oublier, les choix que vous ne voulez pas admettre, les fois où vous étiez le vilain, pas la victime, les parties de l'histoire qui ne rentrent pas dans la version héroïque ou victimisée que vous racontez de vous-même. Les neurosciences montrent que nos récits personnels sont construits et maintenus par le réseau du mode par défaut. Ce réseau connecte les mémoires émotionnelles avec le sens de l'identité. Il reste actif quand vous ne faites rien, quand vous divaguez. Et ce qu'il fait, c'est raconter votre histoire à vous-même, renforcer le récit, maintenir la fiction cohérente. Pendant la réorganisation cérébrale, ce réseau subit des altérations significatives. L'histoire qui paraissait solide commence à paraître fluide, mutable, questionnable. Les mémoires qui paraissaient certaines révèlent des lacunes. Les interprétations qui paraissaient évidentes révèlent des alternatives. Le récit que vous avez raconté pendant des décennies ressemble soudainement à une histoire parmi tant de possibles. C'est profondément désorientant, parce que votre histoire fait partie de qui vous croyez être. Quand elle s'effondre, vous perdez pied. Vous ne savez plus qui vous êtes. Parce que le récit qui définissait votre identité ne fonctionne plus. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que le rêve était la seule chose que vous connaissiez. Mais Carl Jung a vu cela comme une opportunité. L'opportunité de construire un récit plus vrai. Un récit qui inclut l'ombre. Un récit qui accepte la complexité. Un récit qui n'a pas besoin de héros ou de vilains pour faire sens. Une histoire qui reconnaît votre participation à tout ce qui s'est passé et qui vous donne du pouvoir sur le futur, précisément en acceptant la responsabilité du passé. La 7e chose qui disparaît, c'est la peur de la mort. Cela peut paraître trop dramatique ou trop mystique, mais Jung était très clair à ce sujet. L'individuation est un processus de mort et de renaissance. Symbolique, l'ego, tel que vous le connaissez, doit mourir.
pour que le soi puisse naître, et avant que cette mort symbolique ne se produise complètement. La peur de la mort physique commence à perdre de son pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devenez imprudent. Cela ne signifie pas que vous ignorez le danger. Cela ne signifie pas que vous recherchez la mort. Cela signifie que la mort cesse d'être la terreur absolue qu'elle était auparavant. Elle devient partie du cycle, partie du processus, quelque chose que vous pouvez contempler sans être paralysé par la peur, quelque chose que vous pouvez regarder en face. Jung a connecté cela au concept de conjunctio, l'union des opposés, vie et mort, ego et ombre, conscient et inconscient, masculin et féminin, lumière et obscurité. Lorsque ces opposés commencent à s'intégrer, la peur qui venait de la séparation diminue. Vous ne vous battez plus contre la mort. Vous l'incluez dans la totalité de l'expérience. Elle n'est plus l'ennemi. Elle fait partie de qui vous êtes. Les neurosciences ont étudié des personnes qui ont vécu des expériences transformatrices profondes, des expériences de mort imminente, des expériences psychédéliques supervisées, des expériences mystiques spontanées. Ce que les chercheurs trouvent est une réduction constante de la peur de la mort. Les structures cérébrales associées à la peur existentielle montrent une moindre réactivité. Ce n'est pas que ces personnes ne reconnaissent pas la mortalité, c'est qu'elles ont développé une relation différente avec elle. Jung a écrit que la seconde moitié de la vie doit être dédiée à la préparation à la mort. Non de manière morbide, mais d'une manière qui permet de vivre plus pleinement. Parce que quand vous n'avez plus peur de la fin, vous arrêtez de remettre à plus tard ce qui importe. Vous arrêtez de garder votre vie pour plus tard. Vous commencez à vivre maintenant. Chaque moment devient plus précieux, exactement parce que vous savez qu'il est fini. Maintenant que vous connaissez les 7 choses qui disparaissent, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Ce processus n'est pas linéaire. Il n'est pas propre et il n'est pas facile. Vous pouvez perdre la persona et ensuite essayer de la reconstruire. Vous pouvez perdre des amis et ensuite essayer de les reconquérir. Vous pouvez récupérer un intérêt pour des choses superficielles, comme forme de fuite. Vous pouvez revenir à chercher l'approbation quand la solitude se fait sentir. Vous pouvez reconstruire votre récit ancien quand l'incertitude est trop forte. Vous pouvez avoir peur de la mort à nouveau quand la réalité frappe. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que le processus est spiralé et non circulaire. Vous passez par les mêmes points plusieurs fois, mais chaque fois à un niveau différent. Chaque passage est plus profond, chaque perte est plus complète, et à chaque fois, quelque chose de plus tombe. Et à chaque perte, vous devenez plus vous-même. Jung conseillait que le plus important est de ne pas résister. Quand quelque chose est en train d'être enlevé de vous, ne vous accrochez pas avec les ongles et les dents. Demandez-vous ce que cette perte essaie de me montrer, ce que cette chose que je suis en train de perdre était en train de me cacher, ce qui va émerger dans l'espace qu'elle laisse. Parce que l'espace qui reste quand ces choses disparaissent n'est pas vide, c'est la possibilité. C'est le terrain où le soi va construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Les neurosciences appellent cela la neuroplasticité. Le cerveau se réorganise en réponse à l'expérience. Et les expériences de perte significatives créent les conditions pour une réorganisation profonde. Les anciennes connexions s'affaiblissent, de nouvelles connexions se forment. Et ce qui émerge est un système différent, plus intégré, plus flexible, plus capable de gérer la complexité de l'existence. Jung appellerait cela la naissance du soi. Le moment où vous arrêtez d'être défini par ce que vous avez perdu et commencez à être défini par ce que vous avez découvert à l'intérieur de vous. Le moment où l'individuation cesse d'être un processus et devient une réalisation. Alors, que faites-vous avec cette information? Comment naviguez-vous cette période de perte sans être détruit par elle? Premièrement, vous arrêtez de lutter. Si des choses sont en train de disparaître de votre vie, et cela est aligné avec les 7 signes que j'ai décrits, probablement c'est le véritable éveil qui commence. Lutter contre lui ne fait que prolonger la souffrance. La résistance n'empêche pas le processus. Elle le rend seulement plus douloureux. Deuxièmement,
Vous trouvez un soutien adéquat. Pas n'importe quel soutien. Un soutien de personnes qui comprennent le processus, qui ne vont pas essayer de vous convaincre de revenir à la normale, qui ne vont pas pathologiser votre transformation. Des thérapeutes jungiens, des groupes de processus, ou simplement des personnes qui ont vécu la même chose et peuvent vous dire ce à quoi vous attendre de l'autre côté. Troisièmement, vous pratiquez ce que Jung appelait « supporter la tension des opposés ». Vous retenez la douleur de la perte sans essayer de la résoudre trop vite. Vous permettez au vide d'exister sans le remplir avec des substitutions bon marché. Vous tolérez l'incertitude de ne pas savoir qui vous êtes en train de devenir. Cela requiert de la force, mais c'est une force qui se développe exactement en étant exercée. Quatrièmement, vous documentez le processus. Jung a maintenu son fameux livre rouge pendant ces années de confrontation avec l'inconscient. Vous n'avez pas besoin de créer une œuvre d'art, mais écrire des rêves, des pensées, des images, peut aider à intégrer ce qui est en train de se passer, peut créer une carte d'un territoire sans carte. Cinquièmement, vous cultivez la patience. Le véritable éveil n'a pas de date limite. Il n'arrive pas quand vous voulez. Il arrive quand il est prêt. Et être prêt signifie fréquemment avoir perdu tout ce que vous aviez besoin de perdre. Pas avant. Jung a dit quelque chose qui résume tout cela. Il a dit qu'il n'existe pas de transformation sans destruction, que pour renaître, quelque chose doit mourir d'abord, et que le courage nécessaire n'est pas le courage de lutter, mais le courage de laisser aller. Si vous êtes au milieu de ce processus, si des choses sont en train de disparaître de votre vie, si vous regardez autour de vous et ne reconnaissez presque plus votre existence, sachez que cela peut être exactement ce qui doit arriver. La destruction qui précède la création, la mort qui précède la renaissance, le vide qui précède la plénitude. Et de l'autre côté de ce processus, ce qui vous attend n'est pas une version améliorée de qui vous étiez, c'est quelqu'un de complètement différent, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais quelqu'un que vous avez toujours été, sous tous les masques, sous toutes les peurs, sous tout ce qui devait disparaître, pour que vous puissiez finalement apparaître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si vous avez senti que finalement, quelqu'un a expliqué ce que vous êtes en train de vivre, je veux vous faire une demande. YouTube a ce cœur doré en dessous de la vidéo, le Super Thanks. Quand vous cliquez dessus, vous êtes en train de dire « Je suis dans le processus. Des choses sont en train de disparaître de ma vie. Et maintenant, je comprends pourquoi. » Chaque Super Thanks est une déclaration de ce que vous avez choisi le véritable éveil, même en sachant qu'il a un prix. Et c'est exactement ce que Jung admirait, le courage de perdre ce qui doit être perdu, pour gagner ce qui mérite d'être gagné. Maintenant, j'ai une question pour vous, et je veux vraiment que vous répondiez dans les commentaires. Jung a cartographié ces 7 choses qui disparaissent avant le véritable éveil. Laquelle de ces choses est en train de disparaître de votre vie en ce moment même? La persona, les amis, au sens superficiel du terme, l'intérêt pour les choses futiles, la tolérance face à la fausseté, le besoin d'approbation constante, le récit que vous vous faites de votre propre vie, ou même la peur de la mort. Choisissez-en une, ou plusieurs, et racontez votre expérience. Comment cela s'est-il passé de perdre cela? Qu'avez-vous découvert dans l'espace laissé vacant? Qu'est-ce qui, selon vous, est en train d'émerger à présent, selon Carl Jung? Ce processus est crucial, parce que, lorsque vous écrivez votre histoire, quelque chose change. Ce processus, qui semblait si solitaire au début, se transforme en une expérience partagée. Et peut-être que quelqu'un qui lira votre commentaire réalisera qu'il ou elle n'est pas seul, que d'autres personnes sont en train de perdre les mêmes choses, que le véritable éveil, même s'il est individuel, est aussi, fondamentalement, collectif. Comme le souligne Andrew Huberman, notre besoin de connexion est primordial, et dans cette reconnaissance mutuelle, quelque chose s'accomplit. Ce qui était en train d'être perdu prend soudainement un sens nouveau. Le vide se remplit d'un but, et la transformation, qui ressemblait à une destruction,
révèle son véritable nom, naissance, renaissance. Jung savait que ce chemin, vers l'individuation, n'est pas fait pour tout le monde. La plupart des gens préfèrent conserver leur masque, leur persona. Leurs amis de surface, leurs intérêts superficiels, leurs besoins d'approbation à tout prix, leurs récits de vie confortable, leur peur viscérale de la mort. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un choix parfaitement valide. Tout le monde n'a pas besoin de ce véritable éveil. Tout le monde n'en a pas envie. Mais si vous êtes ici, à regarder cette vidéo, il est fort probable que vous ne fassiez pas partie de cette majorité. Probablement que vous sentez, au plus profond de vous-même, que quelque chose de plus grand vous appelle. Quelque chose qui exige que vous perdiez ce que vous pensiez être, pour découvrir ce que vous êtes réellement. Quelque chose qui vous effraie et vous attire, simultanément. Quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer, même lorsque vous essayez. Alors, bienvenue au véritable éveil. Bienvenue à la perte qui est en réalité un gain. Bienvenue à la mort, qui est en réalité une naissance. Bienvenue à vous-même.